Parfois, on fuit l'endroit qu'on devrait aimer le plus. Sans se retourner, sans explication, sans rendre compte de ses actes, on prend simplement ses distances. Et ceux qui observent de l'extérieur pourraient y voir de l'ingratitude, de la froideur, voire de la déloyauté. Mais la réalité est bien plus profonde, car le plus souvent, on ne fuit pas les autres, mais soi-même. Une voix étouffée depuis des années, un moi refusé à reconnaître, un poids indicible. Et le plus douloureux, c'est que cette fuite commence souvent avec ce que l'on appelle la famille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains se rapprochent de leur famille en vieillissant, tandis que d'autres érigent un mur invisible? Pourquoi la famille est-elle un refuge pour certains et une source d'étouffement pour d'autres? Est-ce un défaut de caractère, de l'ingratitude, ou un processus psychologique plus profond dont personne ne veut parler? Selon Carl Jung, à un certain moment de la vie, surtout à l'approche de la maturité spirituelle, on commence à considérer ses racines sous un angle différent. La question de « à qui l'on appartient » devient moins importante que celle de « qui l'on est ». Et c'est précisément là que le conflit commence, car la plupart des familles aiment leurs enfants non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils devraient être. Un amour conditionnel, des attentes tacites, des règles invisibles. Enfant, s'adapter à cela est une question de survie. On se tait, on se conforme, on ne pose pas trop de questions. On renonce à une part de soi-même pour être aimé. Mais en grandissant, ce prix devient plus lourd. Quelque chose en soi commence à suffoquer. Entendre les mêmes phrases est épuisant. Être prisonnier des mêmes rôles est étouffant. Et un jour, sans se disputer avec personne, sans blâmer personne, on ressent simplement « je ne suis plus là ». Ce moment est dangereux. Car cette prise de conscience ouvre une porte sans retour. Jung appelle cela les premiers soubresauts du processus d'individuation. La personne ne se tourne plus seulement vers son lieu d'appartenance, mais vers son lieu actuel. Et ces deux lieux sont souvent différents. De l'extérieur, c'est une rupture, mais de l'intérieur, c'est une renaissance. Car certains liens familiaux sont tissés non d'amour, mais de peur. Certains exigent l'obéissance, non la loyauté. Et dans certains foyers, la paix est confondue avec le silence. Pour quelqu'un qui a grandi dans ce silence, prendre ses distances n'est pas une trahison, mais un réflexe de survie. Cette lassitude indicible, ce sentiment de solitude même entouré, cette obligation constante d'être fort, ce ne sont pas des coïncidences. Parfois, une personne ne quitte pas sa famille, mais l'identité qui lui a été imposée. Mais de l'extérieur, cette distinction est invisible. On dit « ils ont effacé leur famille ». Pourtant, le plus souvent, ce qui est effacé, c'est un scénario écrit par quelqu'un d'autre. À ce stade, une vérité essentielle apparaît. Tous les liens ne sont pas sacrés, toute proximité n'est pas saine, et toute prise de distance n'est pas une fuite. Parfois, prendre ces distances, c'est la première fois qu'une personne se confronte à elle-même. Si ces mots vous font vibrer, ce n'est pas par faiblesse. Au contraire, c'est parce que votre véritable nature frappe à votre porte, et une fois cette porte entrouverte, il n'est plus possible de vivre comme avant. Car une fois qu'on se sent vraiment soi-même, on ne peut plus se contenter de faire semblant. Et peut être que la vraie question est-ce qu'une personne fuit réellement sa famille ou est-ce qu'elle se confronte à elle-même pour la première fois? La réponse à cette question ouvre la porte à quelque chose de bien plus profond que vous ne le pensez. Mais il n'est pas facile de s'arrêter là, car plus on se rapproche de soi-même, plus on se sent seul. S'éloigner de sa famille, c'est comme se déconnecter non pas du monde extérieur, mais de son propre passé. La culpabilité s'installe. La question « est-ce que j'exagère ?» Wutaroude, c'est à ce moment-là que la plupart des gens retombent dans leur travers, vers une douleur familière, des rôles habituels, le bruit dans le silence. Car affronter l'inconnu est toujours plus effrayant qu'une douleur connue. Jung décrit ce moment comme le seuil. La personne ne peut plus rester dans son ancien moi, mais elle ne peut pas non plus pleinement embrasser le nouveau. Elle est prise entre deux feux, et dans cet entre-deux surgissent les peurs les plus profondes, la solitude, le manque d'amour, l'erreur. Pourtant, la plupart de ces peurs ne sont pas ancrées dans le présent. Ce sont des échos de l'enfance. Dans nos relations actuelles, nous agissons selon des réflexes émotionnels acquis dans le passé. Chaque tension familiale est en réalité la répétition d'une scène ancienne, et la vérité la plus choquante peut être celle-ci. Certaines personnes ne vous aiment pas, elles ont besoin de vous. Elles ne vous désirent pas, elles désirent le sentiment qu'elles suscitent en vous. Se sentir en sécurité, paraître forte, ne pas perdre le contrôle. C'est pourquoi elles sont mal à l'aise lorsque vous changez. Car lorsque vous changez, leur équilibre intérieur est perturbé. À ce stade,
Se retirer n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité intérieure, c'est de l'autoprotection. Et souvent, c'est le prix à payer pour être enfin soi-même. Souvent, une personne n'est pas celle qu'elle croit être, ou plutôt, l'image qu'elle projette est un masque qu'elle est contrainte de porter pour survivre. Carl Jung appelle ce masque persona. La persona est le visage que la société attend de vous, la version que vous êtes forcé de montrer à votre famille, à votre entourage et au monde. Et la plupart des gens portent ce masque si longtemps qu'un jour, ils oublient complètement le visage qui se cache dessous. C'est au sein de la famille que ce masque prend forme pour la première fois, car c'est au sein de sa famille qu'une personne apprend d'abord à survivre. Elle apprend comment se comporter pour être aimée, quelles émotions sont acceptées et lesquelles doivent être réprimées. Dans certaines familles, la force est préférable. Pleurer est considéré comme une faiblesse. Dans d'autres, l'obéissance est essentielle. Poser des questions est perçu comme un manque de respect. Dans certaines, la réussite est une condition préalable à l'amour. C'est au sein de ces règles invisibles que l'enfant commence à se construire. Chaque approbation épaissit un peu plus le masque. Chaque rejet enfouit davantage les véritables sentiments. Avec le temps, l'enfant apprend « Je ne suis pas aimé tel que je suis. Je dois donc devenir quelqu'un d'autre. » Et cette décision laisse une empreinte profonde sur l'inconscient. Les années passent. La personne grandit, devient adulte, construit sa vie. Mais elle n'arrive pas à se défaire du masque, car ce masque a cessé d'être un rôle. Il est devenu l'identité même. Elle se sent toujours comme un enfant face à sa famille, elle doit toujours se justifier, toujours rechercher l'approbation. Et le plus étrange, c'est que plus personne n'exerce ouvertement cette pression. Mais la personne continue de porter cette voix en elle. Comme le disait Jung, l'autorité extérieure disparaît, mais l'autorité intérieure demeure. C'est à ce moment-là que la personne commence lentement à se lasser, car son monde intérieur et son monde extérieur ne parlent plus le même langage. Un moi se développe à l'intérieur, mais l'ancien rôle est toujours joué à l'extérieur. Cette contradiction crée un malaise au fil du temps. L'épuisement après les visites familiales, la lourdeur après un coup de téléphone, la question « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signes que le masque commence à être trop lourd. Le masque protège jusqu'à un certain point. En le portant, on survit, on est accepté, on s'adapte. Mais le problème est le suivant. Lorsque ce masque est porté longtemps, il étouffe l'âme. Car si l'on ne vit que dans le rôle que l'on joue, son véritable moi demeure dans l'ombre. Et comme tout ce qui demeure dans l'ombre, cela engendre un malaise persistant. Colère refoulée, ressentiment refoulé, besoins inassouvis, tout s'accumule. Et un jour, la moindre étincelle suffit à tout faire exploser. La plupart des ruptures familiales commencent à ce stade. De l'extérieur, cela ressemble à une prise de distance soudaine. Mais intérieurement, c'est un long processus. Des années de silence, des années de tolérance, des années à renoncer à soi-même. Et à un moment donné, l'âme ne peut plus supporter ce fardeau. La personne se retire sans crier sur personne, sans claquer la porte, car elle aspire désormais à entendre sa propre voix. Une vérité essentielle se révèle alors. Lorsque le masque se dissout, la culpabilité surgit elle aussi. Parce que cette personne a été définie pendant des années comme le bon enfant, l'individu docile, la personne sans problème. Aujourd'hui, elle rejette cette définition. Ce rejet est perçu comme de l'égoïsme. Ce qui se passe en elle, c'est le moi qui se réapproprie son identité. Selon Jung, il s'agit d'une étape inévitable du processus d'individuation. S'individuer, ce n'est pas abandonner sa famille. C'est remettre en question le rôle qu'elle vous a assigné. C'est trouver son propre équilibre. C'est pouvoir se poser la question « Qui suis-je ?» sans avoir l'obligation de plaire à qui que ce soit. Et lorsque cette question est posée, certaines relations changent naturellement, car on ne peut plus interagir avec l'ancien masque. C'est pourquoi les personnes qui prennent leur distance avec leur famille sont souvent incomprises. Elles n'ont pas rompu les liens. Elles se sont simplement confrontées à elles-mêmes pour la première fois. Et cette approche, bien qu'elle puisse paraître froide de l'extérieur, recèle une grande honnêteté. Si ces mots vous semblent familiers, c'est que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui atteignent ce seuil, mais rares sont ceux qui osent s'arrêter et se regarder. Car cette confrontation exige de se voir soi-même et non les autres. Et c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire dans sa vie. On ne peut échapper à soi-même, mais on peut apprendre à se dissimuler. Et le meilleur endroit pour apprendre cela, c'est au sein de la famille. Ce que Carl Jung appelait « l'ombre » est précisément le lieu où elle se forme. L'ombre n'est pas synonyme de méchanceté. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes refoulés, rejetés ou jugés indignes d'amour.
Chaque fois qu'on dit à un enfant « ne sois pas comme ça, ne ressens pas ça, ne dis pas ça », on ajoute une nouvelle dimension à son ombre. Avec le temps, on finit par vivre à moitié dans la lumière et à moitié dans l'ombre. Au sein de la famille, ce processus se déroule très discrètement. Personne ne vous dit « ne sois pas toi-même », mais chacun attend de vous une certaine image de vous-même. Le silence est de mise, la soumission est valorisée, la force est applaudie. La fragilité est perçue comme une faiblesse, la colère comme une honte, et la peur est ignorée. L'enfant fait alors un choix pour survivre, soit rester tel qu'il est et être seul, soit renoncer à lui-même pour être aimé. La plupart des enfants choisissent la seconde option, car à cet âge-là, aimer, c'est survivre. C'est ainsi que naît l'ombre. Chaque émotion refoulée, chaque besoin inexprimé, chaque colère inavouée s'accumule dans l'inconscient. Et elle n'y reste pas passive. Avec le temps, elle se transforme. Parfois, elle se manifeste par des réactions soudaines, parfois par une agitation diffuse et irrationnelle, et parfois par des relations qui se répètent sans cesse. On se demande « Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes choses ?» sans réaliser que la réponse se trouve en soi. Le moi refoulé au sein de la famille réapparaît à l'âge adulte sous différents masques. On devient excessivement docile, mais intérieurement épuisé. Ou, à l'inverse, on devient quelqu'un qui s'oppose à tout, qui est dur et distant. Dans les deux cas, la même chose est au cœur du problème, un moi invisible et rejeté. Selon Jung, celui qui n'affronte pas son ombre la projette sur les autres. Autrement dit, il voit ses propres aspects refoulés chez autrui et y réagit. Ce qui nous met le plus en colère est souvent la part de nous-mêmes que nous ne pouvons accepter. C'est pourquoi les conflits familiaux ne se limitent souvent pas au présent. Les émotions enfouies dans le passé se rejouent sur la scène du présent. Le regard d'une mère, la voix d'un père, l'attitude d'un frère ou d'une sœur, tout cela réveille une émotion ancienne. Et soudain, on se sent comme dans son enfance, impuissant, invisible, incompris. La réaction à cet instant précis n'est pas celle de notre esprit actuel, mais celle de la blessure du passé. Il existe ici un seuil crucial. Soit on reconnaît ce cycle et on en prend la responsabilité, soit on le répète toute sa vie. Affronter son ombre n'est pas chose facile, car cela exige d'accepter des vérités sur soi-même qu'on n'aime pas, sa jalousie, sa colère, son égoïsme, sa vulnérabilité. Mais selon Jung, la liberté commence ici. La plénitude est impossible sans affronter son ombre. Certaines ruptures familiales sont d'ailleurs une conséquence naturelle de cette confrontation. À un moment donné, on réalise « Je ne peux plus jouer mon ancien rôle. Ce rôle ne m'appartient pas. » Et lorsqu'ils prennent conscience de cela, ils se renieront ou redéfiniront leur relation. Souvent, cette redéfinition implique de prendre de la distance. Cette distance n'est pas une punition, mais une protection. L'important ici est le suivant. Affronter son ombre ne signifie pas blâmer sa famille, mais assumer ses responsabilités. Il ne s'agit pas de dire « c'est de votre faute », mais de pouvoir dire « je ne veux plus porter ce fardeau ». C'est une grande preuve de maturité, et la plupart des gens sont épuisés, blessés et seuls avant d'y parvenir. Si ces lignes vous semblent familières, ce n'est pas un hasard. C'est la part refoulée qui tente de se manifester. Car l'ombre n'est pas faite pour être détruite, mais pour être comprise. En l'acceptant, elle cesse de vous saboter. En l'écoutant, elle commence à vous guider. Mais affronter son ombre n'est pas qu'une simple prise de conscience. Cela demande aussi du courage. Car lorsqu'une personne voit son ombre, elle découvre qu'une partie de la responsabilité dont elle a fait peser les autres pendant des années repose sur ses propres épaules. Ce n'est pas facile. Accepter sa vulnérabilité, c'est se défaire du masque de la force, renoncer au besoin d'avoir raison. Et c'est effrayant pour la plupart des gens, car les identités auxquelles nous sommes habitués nous sont familières, même si elles sont douloureuses. L'inconnu est toujours perçu comme une menace. C'est pourquoi beaucoup se replient sur eux-mêmes et se réfugient dans leurs vieilles habitudes dès qu'ils prennent conscience de leur part d'ombre. Mais pour celui ou celle qui l'a découverte, il n'y a pas de retour en arrière. Car une fois la vérité vue, on ne peut trouver la paix en la niant. C'est pourquoi celui ou celle qui entre en contact avec son ombre se retrouve souvent seul, car les anciennes relations ne reposent plus sur les mêmes fondements. Les rôles qui fonctionnaient auparavant ne nourrissent plus l'âme. On se retrouve un temps dans un vide. Rien n'est plus comme avant, et la nouvelle réalité n'est pas encore pleinement aboutie. On se croit souvent libre. On pense prendre ses propres décisions et maîtriser sa vie. Pourtant, au fond de soi, on est lié par des liens invisibles. Ces liens ne sont ni des chaînes, ni une pression manifeste. Ils sont silencieux.
ils sont subtils. Et c'est là le plus dangereux. Car lorsqu'on ne se sent pas contrôlé, on n'en perçoit pas l'existence. Les liens familiaux se compliquent alors. On observe davantage de manipulation émotionnelle que de coercition ouverte. Des attentes mêlées d'amour, des exigences déguisées en sacrifice, des responsabilités imposées sous prétexte de « pour ton bien ». Rien de tout cela n'est forcément malveillant. Mais, peu à peu, la liberté intérieure s'en trouve restreinte. Le contrôle ne crie pas. Il murmure « Ne nous contrarie pas. On a fait tout ça pour toi. On ne fait pas ça en famille. » À première vue, ces phrases sont innocentes. Elles semblent même affectueuses. Mais avec le temps, un déséquilibre s'installe dans le monde intérieur. Car derrière ces phrases se cache une condition invisible. Pour être accepté, il faut se conformer à un certain modèle. Poussé par le besoin d'être accepté, une personne efface peu à peu ses propres limites. C'est là que naît la culpabilité. Une culpabilité qui ne découle pas d'une véritable erreur, mais du fait de ne pas avoir répondu à une attente. Lorsque vous choisissez votre propre voie, une voix intérieure vous dit « Tu as été égoïste ». Lorsque vous dites non, votre cœur se serre. Lorsque vous prenez vos distances, vous avez l'impression de ne pas avoir payé votre dette. Ce sentiment ne provient pas d'une conscience morale, mais d'un besoin de contrôle intériorisé. Selon Jung, il s'agit de l'intériorisation de l'autorité extérieure. Plus personne ne vous force, vous vous forcez vous-même. À ce stade, le monde intérieur de la personne se scinde en deux. Une partie dit « Sois toi-même », tandis que l'autre murmure « Tu seras seul ». Et la plupart des gens choisissent de refouler ce conflit plutôt que de le résoudre. Ils s'adaptent, ils se débrouillent, ils gardent le silence. Car la peur de la solitude est souvent plus forte que le désir d'identité. Ce silence, avec le temps, devient un état physique, il se transforme en lassitude, en apathie, en une perte de sens. Une personne est incapable d'expliquer pleinement son mal, être. Elle dit simplement « je me sens étouffé ». À ce stade, les liens familiaux sont tissés de fils invisibles. Personne ne vous oblige à rester, mais vous ne lâchez pas prise. Car, au fond de vous, vous avez fini par croire qu'il faut renoncer à une part de soi-même en échange de l'amour. Et tant que cette croyance demeure incontestée, même si vous vous croyez libre, vous restez en réalité prisonnier. Du même cercle. Selon Jung, c'est l'un des plus grands obstacles à l'individuation. Car l'individuation est un éveil non seulement au monde extérieur, mais aussi à votre propre autorité intérieure. Lorsqu'une personne atteint cette conscience, elle se heurte à une vérité difficile. Tout le monde ne souhaite pas votre changement. Car lorsque vous changez, leur emprise sur vous s'effrite. Lorsque vous posez des limites, le pouvoir des autres diminue. Lorsque vous retrouvez votre équilibre, les liens qui vous guident se relâchent, et cela perturbe la plupart des relations. C'est pourquoi la transformation va souvent de pair avec la solitude. Quand on commence à assumer la responsabilité de ses propres décisions, on ressent un vide, car il n'y a plus personne à blâmer. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace où l'on peut être pleinement soi-même pour la première fois. C'est un silence, certes, mais c'est un silence authentique. Et dans ce silence, on réalise que, laissées à elles-mêmes, les habitudes d'auto-sabotage se dissolvent peu à peu. À mesure que la culpabilité diminue, la clarté s'accroît. Et à mesure que la clarté s'accroît, les relations se transforment ou se dissolvent naturellement. À ce stade, il est important de préciser. Prendre ses distances avec sa famille n'est pas un manque d'amour. Parfois, la distance est le seul moyen de préserver l'amour, car la proximité n'a de sens que lorsque les deux parties sont libres. Les liens entretenus par obligation engendrent, avec le temps, des fardeaux et non de l'amour. Comme le disait Jung, on ne peut tisser de liens sains avec autrui sans apprendre à rester fidèle à soi-même. Si vous ressentez une certaine agitation intérieure en ce moment, ce n'est pas une erreur. C'est un réajustement de votre boussole intérieure. Tandis que l'ancien ordre se dissout, le nouveau n'est pas encore en place. Et cet intervalle est l'espace le plus fragile, mais aussi le plus authentique. Ici, soit on retombe dans ses vieilles chaînes, soit, pour la première fois, on choisit véritablement sa propre voie. À un moment donné, on réalise que la véritable souffrance n'est pas la séparation, mais le fait de vivre détaché de soi-même. Longtemps, le mot séparation a fait peur, car la société l'a toujours perçu comme une perte. Pourtant, selon Jung, certaines séparations ne sont pas une perte, mais une autre forme d'union. S'éloigner du monde extérieur, c'est se rapprocher de son monde intérieur. Et cette approche est souvent mal comprise. Celui qui prend ses distances avec sa famille est souvent accusé de froideur. Cette distance ne découle pas souvent d'un manque d'amour, mais d'une quête d'harmonie intérieure. Lorsqu'on perd son équilibre,
On se laisse emporter par les émotions des autres. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne parvient plus à distinguer ses propres sentiments. Dès lors, la distance n'est pas une fuite, mais un chemin de guérison. C'est une démarche consciente pour retrouver ce qui nous appartient. Jung appelle ce processus individuation. L'individuation n'est pas une séparation, c'est rassembler ce qui a été fragmenté. La personne se réapproprie le soi façonné par les attentes d'autrui. Pour la première fois, elle commence véritablement à se poser la question « Qui suis-je » Et lorsque cette question est posée, la vie ne suit plus son cours habituel, car elle transforme non seulement les pensées, mais aussi les relations. À ce stade, la plupart des gens réalisent que leurs problèmes familiaux ne sont pas aussi ancrés dans le présent qu'ils le pensaient. En réalité, ils sont les vestiges d'émotions non résolues du passé. Le besoin d'acceptation, le désir d'être vu, l'attente d'être compris, rien de tout cela n'est mauvais en soi. Mais attendre constamment ces besoins des autres épuise. L'intégration consiste à assumer la responsabilité de ses besoins en soi. Lorsqu'une personne entame ce processus d'intégration, un silence étrange s'installe. Ce qui la perturbait auparavant perd de son pouvoir. Les réactions diminuent, l'observation s'affine. Un mot blesse moins, un regard n'ébranle plus, car le centre n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une désensibilisation. Au contraire, il s'agit d'un état d'établissement d'une connexion plus saine avec les émotions. À ce stade, une importante méprise surgit. On interprète souvent ce processus comme un rétrécissement. Or, il ne s'agit pas d'une immobilisation, mais d'un rééquilibrage. Une personne qui a trouvé son équilibre intérieur ne se sent pas obligée de porter les émotions des autres. Elle peut les accompagner, mais sans en porter le fardeau. Cela modifie également la nature des relations. Une connexion plus simple, plus honnête, plus authentique émerge. L'intégration survient lorsque les différentes facettes d'une personne cessent de s'affronter. C'est lorsque sa force et sa vulnérabilité, son intellect et ses émotions peuvent coexister harmonieusement. À ce stade, la personne ne se défend plus, mais se révèle. La défensive découle de la peur, l'ouverture, de l'acceptation. Selon Jung, la maturité de l'âme commence précisément ici. Et, chose intéressante, à mesure qu'une personne fait la paix avec elle-même, ses relations avec son environnement se transforment. Certains ne peuvent accepter ce nouvel état et prennent leur distance. D'autres, en revanche, se connectent véritablement pour la première fois. Car désormais, la relation n'est non plus d'un besoin, mais d'un choix. Elle se nourrit non par obligation, mais par libre arbitre. Ainsi, certaines séparations sont en réalité les prémices d'une véritable union. À mesure qu'une personne se rapproche de elle-même, elle peut tisser des liens plus authentiques avec autrui. Tout lien formé par renoncement à soi est éphémère, mais les liens formés par la connaissance de soi s'approfondissent. Il ne s'agit pas d'être seul, mais de sortir de la solitude au sein d'une foule. Si vous êtes parvenu à ce stade, vous avez être réalisé que vos anciennes réactions ne vous contrôlent plus. Votre ancienne culpabilité ne vous guide plus. Un socle solide, mais discret, se forme en vous. Ce socle vous guide dans tous les aspects de votre vie. Et cette direction n'a pas besoin de validation extérieure. C'est précisément cela, l'intégration, le moi fragmenté qui retrouve son équilibre, sans fuite, sans lutte, sans déni, simplement par l'acceptation. Et cette acceptation n'affaiblit pas la personne. Au contraire, elle la rend véritablement forte pour la première fois. À ce stade, on comprend. S'intégrer ne signifie pas exclure les autres. Au contraire, il s'agit d'être capable d'aimer sans plus s'accrocher à personne. C'est la forme d'amour la plus aboutie, car elle ne naît pas de la dépendance, mais d'un choix conscient. On ne se métamorphose plus pour être aimé. On reste soi-même et l'on peut néanmoins tisser des liens. On a souvent l'impression de perdre quelque chose lorsqu'on laisse des choses derrière soi. Pourtant, certaines séparations ne sont pas des pertes, mais des souvenirs. Elles constituent un appel silencieux à se retrouver. Celui qui prend ses distances avec sa famille pose des limites, crée une distance, pense souvent fuir. En réalité, il écoute enfin une vérité longtemps refoulée. Car si l'on est aimé tout en s'oubliant soi-même, on ne ressent que de la tolérance et non de l'amour. Et à un moment donné, l'âme refuse de porter ce fardeau. Ce qui ressemble à une séparation est en fait un changement de cap, un retour instinctif, une sorte d'activation de la boussole intérieure. Comme le disait Jung, dans la seconde moitié de la vie, on aspire à vivre non plus selon les exigences du monde extérieur, mais selon les appels de son monde intérieur. Cet appel s'accompagne parfois d'agitation, parfois de solitude, parfois d'un sentiment d'emprisonnement difficile à définir. Mais tous ces sentiments ont un point commun.
L'âme ne se conforme plus aux anciens schémas. À ce stade, beaucoup s'en veulent. On se demande souvent, pourquoi ne suis-je plus comme avant? La vraie question est, pourquoi m'exige-t-on d'être comme avant? Les gens changent, ils mûrissent, ils s'épanouissent. Et cette évolution est douloureuse lorsqu'elle est contrainte par des schémas étroits. La famille apparaît souvent comme une structure immuable. Les mêmes rôles, les mêmes réactions, les mêmes attentes, pourtant, vous n'êtes plus la même personne. C'est là que le conflit commence. Ce conflit ne découle pas d'un manque d'amour, comme on pourrait le croire. Il découle d'une incompatibilité. À mesure que votre monde intérieur s'élargit, les anciennes relations deviennent oppressantes. Vous n'avez plus à vous justifier. Vous devenez simplement vous-même. Et, chose intéressante, lorsqu'une personne se découvre, elle commence à voir les autres plus clairement. Qui vous aime vraiment, qui ne veut que le rôle auquel il est habitué. Cette distinction peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Car la véritable connexion émerge lorsque les masques tombent. Ce n'est pas l'intimité forcée qui dure, mais le contact librement choisi. À ce stade, la solitude cesse d'être un vide effrayant. Elle se transforme en un espace intérieur, un espace où l'on entend sa propre voix, où les pensées résonnent. Ici, la solitude n'est pas un abandon, mais un approfondissement du lien. Pour la première fois, on apprend à se tenir compagnie, et c'est le lien le plus fort qu'on puisse tisser dans la vie. C'est pourquoi certaines séparations ne sont pas une destruction, mais une naissance. De l'extérieur, cela peut ressembler à une prise de distance. De l'intérieur, c'est un processus de recentrage. En prenant ces distances avec les autres, on se rapproche de soi-même. Et lorsqu'on se rapproche de soi-même, on n'a plus besoin de s'accrocher à qui que ce soit pour survivre. Si vous en êtes arrivé là, sachez ceci. Ce que vous vivez n'est pas un effondrement, mais une restructuration. À mesure que votre ancienne identité se dissout, un moi plus authentique naît. Ce processus est douloureux, mais porteur de sens. Et parce que la plupart des gens ne parviennent pas à franchir ce seuil, ils ne vivent qu'à moitié. Ce n'est donc ni un adieu, ni un retour. C'est un pas conscient vers votre essence. C'est une réécriture de votre relation à vous-même. Et peut être, pour la première fois, la porte d'une vie qui vous appartient vraiment s'ouvre. Si ce chemin vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prise de conscience n'est pas née pour vous séparer des autres, mais pour vous rapprocher de vous-même. Et ce chemin se poursuit à pas silencieux mais constant, car la véritable transformation ne s'opère pas dans le bruit, mais dans une profonde clarté intérieure. Et l'aspect le plus discret, mais aussi le plus puissant, de ce voyage est être celui-ci. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez plus à expliquer ce que vous avez vécu, à vous défendre ni à vous justifier, car votre vérité intérieure est devenue une voix plus forte que la validation extérieure. Parfois, on se libère lorsqu'on cesse de chercher à être compris. Il n'est pas nécessaire que tout le monde vous comprenne, il est nécessaire que vous ne vous reniez pas. À ce stade, les mots qui vous ont blessé par le passé perdent leur pouvoir, car vous avez maintenant appris à vous tenir debout par vous-même. Et cette affirmation est silencieuse, elle n'est pas ostentatoire, elle ne cherche pas à affirmer sa supériorité, ni à faire ses preuves. Mais elle est solide, car ses racines ne plongent pas dans le monde extérieur, mais dans une acceptation intérieure. Lorsqu'une personne est honnête avec elle-même, elle devient plus juste envers les autres. Elle n'est ni sauveur ni victime. Elle existe, tout simplement. Et cette existence crée un équilibre simple au milieu de toute la complexité de la vie. C'est pourquoi certains voyages s'accomplissent non pas au milieu de la foule, mais dans un profond silence intérieur, car la véritable transformation s'opère silencieusement, mais profondément. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.